Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord un mot pour vous rassurer. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'interrogation surprise sur le cours de la semaine dernière. Parce que, je suis désolé du coup pour ceux qui avaient révisé. C'est très injuste, c'est un vieux truc de prof, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, c'est moi qui vais faire amende honorable, parce que il se trouve que nous sommes déjà au mois de février, et je n'ai pas encore dit un mot de l'image qui figure sur le programme, sur la fiche du cours que vous apercevez tous les mercredis. Alors, il est grand temps de le faire. Il s'agit, alors on va la mettre un peu plus grand, on sera plus confortable. Donc il s'agit d'une gravure intitulée 1848, je sais pas où c'est écrit en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire, 1848, République universelle, démocratique et sociale, le pacte, traditionnellement attribué au graveur Frédéric Saurieux. Alors que voit-on sur cette image ? Eh bien, vous voyez une procession de peuples européens portant des drapeaux de leurs pays respectifs, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, longeant un arbre de la liberté, puis arrivant devant une statue représentant la République, elle-même appuyée sur la Déclaration des droits de l'homme, et celle-ci, cette déclaration, repose, vous le devinez peut-être, je pense que vous ne le voyez pas très bien d'ici, mais faites-moi confiance, elle repose sur une presse d'imprimerie qui signale l'importance de l'imprimer pour la diffusion des idées révolutionnaires et l'émancipation des peuples. Le sol est jonché des débris de la monarchie, des monarchies d'ailleurs. Au premier rang, ce sont les débris des couronnes, des sceptres brisés. Au ciel, en majesté, vous le voyez, eh bien, le Christ et un lion surmonté en grandes lignes, en grandes lettres, de l'inscription fraternité. Fraternité, c'est le grand mot, la grande idée, le grand slogan de 1848. Le lion est un des symboles de la République à ce moment-là. On le retrouve sur de nombreuses allégories. Il représente à la fois la souveraineté, c'est le roi des animaux, devenu symbole de la force populaire, et souvent, de façon plus spécifique, le suffrage universel. Quant au Christ, eh bien, il nous rappelle que la Révolution de 1848, tout en se réclamant de la Révolution française, avait une tonalité bien plus nettement religieuse. J'y reviendrai. Cette gravure semble donc faire l'éloge de ce qu'on appelle habituellement, en l'historiographie, le printemps des peuples, ces révolutions démocratiques et nationales qui ont marqué l'année 1848 partout, dans presque toute l'Europe, donnant l'impression que la République était en passe de devenir le régime universel. Alors, en réalité, la signification de cette gravure est sans doute plus complexe. Elle appartient à un cycle de 4 images dessinées et composées par une femme, Marie-Cécile Goldsmith, qui se faisait appeler la citoyenne Goldsmith, qui est donc la véritable autrice, en tout cas, c'est elle qui a conçu le programme iconographique que Saurieux a ensuite gravé. Comme l'a montré l'historien de l'art allemand Raimund Rüthen, ces 4 gravures ont été publiées de décembre 1748 à novembre 1749 sous forme de feuilles volantes par la Propagande démocratique et sociale, qui était une association de militants républicains diffusant des textes et des images pour mobiliser les milieux populaires. Et donc, la gravure que vous avez sous les yeux, que je viens de décrire, était la première du cycle. Elle a donc été publiée dans un contexte qui n'était pas celui de l'enthousiasme révolutionnaire du printemps 1848, mais plutôt son reflux en pleine campagne pour les élections à la présidence de la République. Les animateurs de la propagande démocratique et sociale pensaient, comme ils l'écrivaient, que, je cite, « si les travailleurs, ceux des campagnes surtout, étaient éclairés, le triomphe du socialisme aurait lieu immédiatement, sans désordre et sans commotion. » Quelques jours plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte était élu triomphalement. La citoyenne Goldsmith, sur laquelle on sait peu de choses, était proche des milieux républicains et socialistes avant la Révolution, et elle s'est exilée
sous le Second Empire. Auparavant, elle avait eu le temps de réaliser avec Saurieux, donc non seulement cette série de 4 gravures, je vais vous montrer les autres, mais aussi, plus tard, une autre série de 12 gravures publiées à partir de mars 1850 dans un contexte de raidissement conservateur de la République bourgeoise et modérée. La série commençait par un éloge, une gravure qui était un éloge du suffrage universel dédié à Ledru-Rollin, qui avait été ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire à partir de février 1948, et qui était donc fortement identifié à l'instauration du suffrage universel, qui avait été un des grands combats de sa vie politique. C'est lui qui se tient ici à l'arrière-plan, sous l'arbre de la liberté. Au moment, c'est important, au moment de la publication de cette gravure, eh bien, Ledru-Rollin était en exil à Londres. Vous la voyez, cette gravure, elle vous montre au fond la convergence, en tout cas l'arrivée concomitante de deux foules. D'un côté, la bourgeoisie libérale, avec à sa tête, donc c'est à droite, les représentants du camp conservateur. On reconnaît au premier plan Thiers, Montalembert et Falloux. Et de l'autre côté, à gauche, eh bien, le peuple républicain, ouvriers, paysans, instituteurs, journalistes, soldats. Le progrès technique est très fortement souligné. Regardez, on voit à gauche les trains au fond qui arrivent à la gare de Strasbourg, l'ancienne gare de l'Est, et puis plus à droite, ce sont par contre les bateaux à vapeur qui accostent. Au centre de l'image, au premier plan, eh bien, devant l'urne électorale du suffrage universel et à nouveau une presse d'imprimerie, eh bien, on se trouve un ouvrier facilement reconnaissable à sa blouse bleue. La blouse était le symbole en 1848 du vestimentaire des ouvriers. D'ailleurs, on disait les blouses souvent pour dire les ouvriers. Et puis, à côté de lui, une femme en rouge, allégorie de la République, qui porte le bonnet phrygien, ce qui signifie qu'elle représente la République démocratique et sociale, héritière de 93, davantage que la République bourgeoise et modérée de 1850, qui, elle, était plutôt représentée en général comme une femme assise, calme et sans bonnet phrygien. Je vous renvoie sur ce point, évidemment, aux travaux importants de Maurice Agulon, et notamment au premier volume de sa trilogie, donc Marianne au combat. Cette gravure laisse planer toutefois un doute sur son interprétation. Est-ce qu'elle met en scène deux conceptions de la République, donc deux peuples républicains, ou au contraire la convergence et la réconciliation possible de la République modérée et de la République sociale grâce au suffrage universel, justement. On remarque aussi, bien sûr, l'absence totale, enfin presque totale de femmes, à l'exception évidemment de Marianne elle-même. Il faut rappeler que le suffrage universel était évidemment un suffrage universel masculin, même si pour les contemporains, surtout pour les hommes, évidemment la différence, on disait le suffrage universel. Alors je reviens sur la première série de 4 gravures, donc toutes dédiées à la République universelle, démocratique et sociale, c'est leur titre commun. La deuxième gravure, donc première gravure, le pacte. La deuxième gravure, en haut à droite ici, est intitulée le prologue. Elle montre les souverains d'Ancien Régime chassés par les peuples révoltés. La troisième, le marché, met en scène l'échange, qu'on a en bas à gauche, l'échange entre les peuples grâce aux bienfaits du commerce. Vous voyez, là encore, des bateaux qui apportent des marchandises échangées à l'ombre des statues des 4 continents, tandis que se dresse à droite la Banque du peuple, référence explicite au projet de crédit populaire porté notamment par Proudhon, et donc plus largement aux aspirations du mouvement socialiste. Vous remarquez d'ailleurs sur cette troisième, le marché dans la République universelle, démocratique et sociale, vous remarquez que ce qui peut apparaître avant l'heure comme une sorte de
figuration allégorique de la mondialisation heureuse, sans droits de douane trop élevés, eh bien, sur cette image, le drapeau qui flotte à droite sur la Banque du Peuple est le drapeau français. Enfin, dans la dernière gravure, le triomphe. La République s'est animée, ici en bas à droite, elle n'est plus une statue, mais une femme, une divinité plus exactement, sur un char tiré par des enfants des 4 continents. Universalisme, certainement, comme en témoigne aussi, en bas à gauche de cette image, les deux esclaves noirs aux chaînes brisées, référence évidemment à l'abolition de l'esclavage en avril 1848, un des plus hauts faits de la Révolution. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Mais il faut néanmoins noter la place qu'occupent les bâtiments parisiens, et comme l'Arc de Triomphe, et la référence au premier plan aux révolutions françaises, révolution de 10 sur le monument, ici, que vous voyez, révolution de 1793, de 1830 et de 1848. Alors, il me semble que cet ensemble de gravures illustre parfaitement les ambivalences de la révolution de 1848 et notamment de ce mot d'ordre de République universelle. D'abord, la République est à la fois nationale et universelle. Elle est française, mais aussi polonaise, hongroise, autrichienne, et elle pointe vers un idéal de fraternité universelle, une convergence de tous les peuples. Alors, cette tension, nationale ou universelle, alors une des réponses possibles consiste à dire que la nation est le nouveau langage moderne de la politique universelle. Il n'y aurait donc pas de contradiction entre le discours cosmopolite de la fraternité entre les peuples et la défense des nationalités, car justement ces nationalismes ne se veulent pas belliqueux et rivaux, mais pacifistes et émancipateurs, dirigés contre les empires et tournés vers la liberté des peuples. Alors, c'est peut-être une utopie, mais c'est la vision qu'en avaient de nombreux acteurs de l'époque et dont rend bien compte la première gravure. Il reste toutefois une ambiguïté, car dans ce pacte des peuples, une nation est quand même, reconnaissons-le, un peu plus égale et surtout un peu plus universelle que les autres, c'est la France. Ensuite, l'universalité n'est pas seulement géographique, elle ne porte pas seulement sur l'extension des principes républicains à l'échelle de l'Europe, voire du monde, elle est aussi sociale. Elle pointe vers l'unité de la nation et la participation de tous au progrès, d'où l'importance du suffrage universel. Et c'est ici qu'apparaît une autre tension, cette fois, entre deux définitions de la République. Une définition institutionnelle, où la République s'oppose à la monarchie, se définit par des institutions spécifiques, principalement le suffrage universel et la vie parlementaire, et une conception fondée sur la participation active du peuple à l'exercice de la souveraineté et sur la solidarité associative. Une conception évidemment portée davantage par les milieux radicaux et socialistes. L'écrasement sanglant de l'insurrection ouvrière lors des journées de juin 1848 a marqué, de ce point de vue-là, une rupture profonde entre ces deux conceptions de la République. Pour Raymond Rutten, donc, que je vous ai cité, il est évident que ces gravures témoignent de l'adhésion sincère de la citoyenne Goldsmith à la République démocratique sociale et propose donc une critique de la République modérée et conservatrice. Et cette analyse, évidemment, correspond parfaitement à une évolution actuelle, très importante, de l'historiographie de la Révolution de 1848, qui insiste beaucoup sur l'opposition entre ces deux conceptions de la République. Vous voyez, par exemple, les analyses de Michel Rio-Sarcey sur les promesses utopiques de liberté portées par le mouvement socialiste, ou celles de Samuel Hayat sur la portée proprement révolutionnaire de l'idéal républicain de 1848. Mais il est possible, toutefois, qu'il faille nuancer cette opposition. Et le programme iconographique de Goldsmith montre plutôt, je crois,
une nostalgie du moment d'union des républicains où l'universalisme du printemps 1848, donc de février à mai, pouvait apparaître comme une alliance de tous les républicains. En témoigne, bien sûr, l'éloge du suffrage universel, encore en 1850, mais aussi le choix du drapeau tricolore sur la plupart des images que nous avons vues, plutôt que le choix du drapeau rouge. Et vous savez que le choix du premier, en février 1848, comme drapeau de la République, a été un événement symbolique, avec cette scène fameuse où Lamartine, lui, donc préfère le drapeau bleu-blanc-rouge au drapeau rouge, avec cette phrase « Le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 1791 et 93, le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. » Et évidemment, ce qui était en jeu, c'était la dimension mondiale, universelle de la Révolution et le rôle qu'y pouvait jouer la France. Les gravures, d'ailleurs, ne sont pas intitulées « République démocratique et sociale », mais bien « République universelle, démocratique et sociale ». République universelle, c'était un des grands slogans de la Révolution de février. Lamartine, qui est le grand homme de février, l'utilise très volontiers, ainsi qu'un autre écrivain, Victor Hugo. On peut même dire que cette vocation universelle de la Révolution a été un élément essentiel du ralliement de Hugo à la République. Vous le savez, même s'il incarnera à sa mort en 1885 la République triomphante, Hugo n'a pas toujours été républicain. Jeune écrivain romantique, il était monarchiste, légitimiste, peut-être davantage par opportunisme littéraire et politique que par conviction profonde, mais par la suite il fut pair de France, apprécié de Louis-Philippe, même si son libéralisme était déjà, disons, discrètement teinté d'humanisme progressiste. Quoi qu'il en soit, en février 1848, il est d'abord hésitant. Alors, vous le savez, deux mots de rappel quand même, la Révolution de 1848 trouve son origine immédiate dans l'interdiction par le gouvernement Guizot d'un banquet du mouvement réformateur. Le 22 février, des regroupements populaires se forment, sont dispersés puis se reforment, et le lendemain, une cinquantaine de manifestants sont tués boulevard des Capucines, leur mort met le feu aux poudres. Le 24, Paris se couvre de barricades, la garde nationale se rallie aux insurgés, Louis-Philippe abdique, le peuple prend le Palais Royal et les Tuileries, un gouvernement provisoire est nommé, dont les hommes forts sont Lamartine et le Dru-Rollin, mais auxquels participent aussi des républicains plus radicaux comme Louis Blanc. La République est proclamée, Hugo, lui, se tient en retrait. À vrai dire, il espère une régence. Un des premiers discours dans lequel il embrasse explicitement la République, c'est un discours qu'il tient le 2 mars, donc une semaine après l'abdication de Louis-Philippe, lors d'une cérémonie durant laquelle il plante un arbre de la liberté place des Vosges. L'épisode sera représenté plus tard par Hermann Vogel sur cette gravure. Le discours qu'il prononce, comme la plupart de ceux que je vais citer par la suite, se trouve dans les premiers volumes d'Actes et Paroles. Hugo commence en rappelant la signification du geste, qui renvoie évidemment au souvenir de la Révolution française, mais c'est pour marquer immédiatement ce qui distingue les deux moments révolutionnaires. Je cite. « La révolution que nos pères ont faite il y a 60 ans a été grande par la guerre. La révolution que vous faites aujourd'hui doit être grande par la paix. La première a détruit, la seconde doit organiser. L'œuvre d'organisation est le complément nécessaire de l'œuvre de destruction. C'est là ce qui rattache intimement 1848 à 1789. » Alors, on reconnaît la rhétorique hugolienne avec ses antithèses marquées, mais on voit que dans son esprit, 1848 ne doit pas se contenter de reproduire 1789 en remplaçant une monarchie par une république. Elle doit à la fois renouer le fil de l'histoire et
en prendre le contre-pied, en offrir le complément. La paix après la guerre, l'organisation après la destruction. Mais de quelle organisation s'agit-il? Pas du tout de l'organisation des pouvoirs publics, de la rédaction d'une constitution républicaine, toute question qui, à vrai dire, n'intéresse pas du tout, ou très peu, Victor Hugo. Non, il s'agit de travailler, dit-il, à l'organisation fraternelle de tous les peuples. Et c'est bien cet aspect, celui résolument cosmopolite d'une ouverture aux autres, qui l'emporte. Mais attention, cela ne réduit nullement le rôle spécifique que la France doit y jouer. Bien au contraire. Simplement, elle ne doit plus conquérir, elle doit montrer l'exemple. Hugo poursuit. Répandons sur le peuple qui nous entoure, et de là sur le monde entier, la sympathie, la charité et la fraternité. Depuis 3 siècles, le monde imite la France. Depuis 3 siècles, la France est la première des nations. Et savez-vous ce que veut dire ce mot, la première des nations? Ce mot veut dire la plus grande. Ce mot veut dire aussi la meilleure. Alors, vous voyez, on peut être un grand écrivain et ne pas être immunisé contre la langue de bois politique et les effets faciles de tribune. Bon, mais quoi qu'il en soit, Hugo enchaîne, et il enchaîne comme ça. Mes amis, mes frères, mes concitoyens, établissons dans le monde entier, par la grandeur de nos exemples, l'empire de nos idées. Que chaque nation soit heureuse et fière de ressembler à la France. Alors, ce qui est bien dans les éditions des Actes et Paroles, c'est que vous avez, pour les discours, les commentaires, les réactions du public. Donc, que chaque nation soit heureuse et fière de ressembler à la France, entre parenthèses, bravo. Alors, vous remarquez que nous sommes passés dans les citations subrepticement de 60 ans à 3 siècles. Hugo date donc du milieu du XVIe siècle, ce rayonnement de la France, ce qui est quand même un tout petit peu curieux si on prend la formule au pied de la lettre, milieu du XVIe siècle, mais l'idée essentielle, évidemment, est d'ajouter le rayonnement culturel et politique de la monarchie absolue à celui de la Révolution et de l'Empire. L'universalité de la mission de la France, même si celle-ci reste encore un peu floue, n'est pas seulement liée à la Révolution. Elle est dans l'identité même du pays. Hugo, néanmoins, l'identifie à la liberté, ce qui convient évidemment au rituel qu'il est en train d'effectuer, puisque je vous rappelle qu'il est en train de planter un arbre de la liberté, ce qui lui permet de conclure par cette formule « Vive la liberté universelle, vive la République universelle ». Le ralliement de Hugo à la République n'est donc pas d'abord un accord donné à une forme particulière de gouvernement, la République plutôt que la monarchie, ni même une adhésion profonde à l'héritage de la Révolution, ça viendra, mais un peu après, sous le Second Empire. Ce ralliement passe d'abord par un enthousiasme pour le mouvement qui semble s'esquisser en ce début de printemps 48, celui d'une fraternisation pacifique des peuples. Comme l'a remarqué Guy Rosa, c'est par l'universalisme que Hugo se convertit à la République. La République, oui, mais à condition qu'elle soit universelle, qu'elle ne retombe pas dans le nationalisme agressif de la Révolution, qu'elle ne soit pas uniquement française. Et de fait, le rapport que Hugo entretient avec l'idée de nation est complexe, à la fois singulier et en même temps représentatif d'un certain esprit de février 48, ce que l'on pourrait appeler un universalisme nationaliste. Hugo, à vrai dire, n'aime pas beaucoup les nations. Lorsqu'elles affirment leur particularisme, par exemple, il déteste les frontières, tout ce qui barre l'horizon, il aime la circulation des individus, circulation des idées. Et pour autant, sa République universelle n'est pas, comme celle d'Anacharsis Clootz, dont nous avions parlé, une dissolution dans une grande république indifférenciée, non. Encore moins le sacrifice du nom français. Car les nations, pour lui, sont le vecteur de l'universel, du fait que chacune d'elles représente une grande idée. Et la France, en particulier, joue un rôle exceptionnel dans l'histoire moderne, car elle incarne la liberté et le progrès, c'est-à-dire la civilisation, terme que Hugo utilise de plus en plus souvent, et qu'il identifie à la République dans sa profession de foi de 1848. Et déjà, dans un discours à la Chambre des Pairs en 1846, il écrivait « Le peuple français a été le missionnaire de la civilisation en Europe ».
Et on peut même remonter plus loin. Dans son discours de réception à l'Académie française en 1841, il déclarait « L'expansion des idées, c'est le mouvement qui est propre à la France. Par sa presse, elle gouverne les peuples. Par ses livres, elle gouverne les esprits. Si elle n'a plus la conquête, cette domination par la guerre, elle a l'initiative, cette domination par la paix. C'est elle qui rédige l'ordre du jour de la pensée universelle. » Alors bien sûr, c'est un plaidoyer pro-domo, une sorte d'autoportrait. La France est grande et universelle par ses écrivains et par sa littérature, nouveau pouvoir spirituel. Alors vous voyez, on retrouve des échos de choses dont on a parlé, et notamment de cet empire de l'esprit que revendiquait Voltaire pour la France après la guerre de 7 ans. Mais évidemment, en plus lyrique, en plus enthousiaste, en plus romantique en somme, car les écrivains de la génération de Hugo, et pour lui, ne sont pas de simples philosophes, mais de véritables mages, pour reprendre le titre d'un livre fameux de Paul Bénichou, Les mages romantiques. Et Hugo ne va cesser de façonner cette adéquation entre la mission universelle de la France et sa propre figure de philosophe-écrivain. Les écrivains sont les garants de l'universalité de la France, et c'est cet idéal de fraternité entre les peuples qui a conduit Hugo à se rallier à la République. Ce n'est que dans un second temps, après la trahison des idéaux démocratiques par la majorité conservatrice, et surtout évidemment par Napoléon III, que Hugo deviendra un défenseur acharné non seulement de la République, mais aussi d'une fraternité populaire qui est, vous le savez bien, au cœur des Misérables, ce livre dont lui-même disait qu'il avait la fraternité pour base et le progrès pour cime. Mais une fraternité, je vais y revenir dans un instant, qui ne désignera plus tellement l'union des peuples, mais plutôt la fraternisation nationale, et même ici la fraternisation populaire. Alors, contrairement à ce que l'on croit parfois, l'évolution de Hugo ne date pas du coup d'État du 2 décembre 1851, mais bien des combats menés dans les 3 années précédentes, qui l'ont conduit progressivement à se radicaliser, à embrasser de plus en plus ouvertement les idéaux de la gauche républicaine et parfois même socialiste. Au-delà de Hugo lui-même, c'est une période, ces 3 années, c'est une période très intéressante, très importante, qui est souvent négligée, mal connue. Évidemment, on insiste sur les 2 grandes ruptures. Alors, février, bien sûr, mais surtout les barricades de juin 1948, puis le coup d'État qui met fin à la République. Mais en réalité, la République n'était pas nécessairement condamnée dès 1948 et elle n'est pas morte en une nuit, le 2 décembre. Ces 3 années qui séparent ces 2 événements ont été marquées par une progressive dérive conservatrice, voire réactionnaire, répressive, qui a constitué, pour reprendre le titre d'un livre déjà ancien de l'historien américain John Merriman, l'agonie de la République. L'agonie de la République, c'est une leçon peut-être à méditer, parce que dans l'imaginaire politique démocratique, trop souvent, les régimes sont renversés par des révolutions ou par des coups d'État. C'est ce que j'appellerais le modèle héroïque ou tragique de la chute soudaine, inattendue, spectaculaire. Mais il arrive aussi que les républiques agonisent, qu'elles se délitent sous le poids des égoïsmes, du cynisme et de l'incompétence. Hugo en prend conscience progressivement, comme en témoignent les commentaires satiriques, parfois désespérés, qu'il consigne dans Choses vues, ce recueil dans lequel, pour ces années-là, il pourfend la médiocrité du personnel politique, la mesquinerie de certains de ses collègues députés, avec lesquels il découvre un peu effaré qu'ils ne partagent finalement rien. Le véritable basculement a lieu au printemps 1849, lorsque l'Assemblée cautionne le soutien militaire apporté à la papauté contre la République romaine, puis en juin, avec la criminalisation et la répression des manifestations de gauche. Ici encore, c'est bien la question de la fraternité entre les peuples qui est en jeu et qui conduit Hugo à écrire ce texte extraordinaire à la 3e personne, je vous cite, qui parle de lui. Quand il vit Rome terrassée au nom de la France, quand il vit la majorité, jusqu'à là hypocrite,
jeter tout à coup le masque par lequel elle avait 17 fois crié « Vive la République ». Quand il vit, après le 13 juin, le triomphe de toutes les coalitions ennemies du progrès, quand il vit cette joie cynique, il fut triste, il comprit. Une morte était à terre, on criait « C'est la République ». Il alla à cette morte et reconnut que c'était la liberté. Alors, il se pencha vers ce cadavre et il l'épousa. Alors bien sûr, Hugo polit déjà sa légende, celle de l'écrivain éclairé par sa seule conscience, indépendant de toutes les fidélités partisanes, dépositaire, solitaire et prophétique des promesses de la liberté. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Mais il est frappant néanmoins de voir que ces noces funèbres, avec le cadavre de la République, tiennent justement au rêve d'une fraternité des peuples, d'une République véritablement universelle. Même lorsque les enjeux sont plus directement politiques, Hugo y revient sans cesse. Arrêtons-nous, par exemple, sur le grand discours qu'il prononce en mai 1851 pour s'opposer au projet de révision de la Constitution qui devait permettre à Louis-Napoléon de se représenter. Alors, évidemment, donc Hugo s'oppose à ce projet, et il faudrait citer ce texte presque entier, car c'est une performance oratoire brillante, presque hallucinante, interrompue à plusieurs reprises par les cris des députés scandalisés de droite, auxquels Hugo répond avec fougue. Et vous savez, c'est lors de ce discours notamment qu'il lance cette fameuse formule en référence à la gloire de Napoléon et aux ambitions de son neveu. Il dit quoi? Après Auguste, Augustule. Quoi? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Autant dire que ça s'agitait pas mal sur les bancs de l'Assemblée. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que Hugo, dans ce discours, pousse plus loin que jamais la conception universaliste de la Révolution française, qu'il inscrit dans une histoire universelle de l'émancipation humaine par la religion et les Lumières. Voici par exemple un passage très révélateur. Le premier peuple du monde a fait 3 révolutions, comme les dieux d'Homère faisaient 3 pas. Ces 3 révolutions qui n'en font qu'une, ce n'est pas une révolution locale, c'est la révolution humaine. Ce n'est pas le cri égoïste d'un peuple, c'est la revendication de la sainte équité universelle. C'est la liquidation des griefs généraux de l'humanité depuis que l'histoire existe. Vive approbation à gauche, rires à droite. C'est après les siècles de l'esclavage, du servage, de la théocratie, de la féodalité, de l'inquisition, du despotisme sous tous les noms, du supplice humain sous toutes les formes, la proclamation auguste des droits de l'homme. Cette révolution, inouïe dans l'histoire, c'est l'idéal des grands philosophes réalisé par un grand peuple. C'est l'éducation des nations par l'exemple de la France. Son but sacré, c'est le bien universel, c'est une sorte de rédemption humaine. C'est l'ère entrevue par Socrate et pour laquelle il a bu la ciguë, c'est l'œuvre faite par Jésus-Christ et pour laquelle il a été mis en croix. Alors, sens hugolien de l'hyperbole, certes, qui existe entre le sublime et, avouons-le, parfois avec le ridicule, mais entre ce sublime et ce ridicule, cette hyperbole, cette emphase était parfaitement appropriée à l'époque, parfaitement en phase justement avec le lyrisme de la révolution de 1848, cette révolution des belles paroles dont parlait avec ironie Dolph Euler dans son grand livre Le spleen contre l'oubli, consacré aux désillusions d'une génération d'écrivains, Baudelaire en particulier. L'universalisme de Hugo, comme celui de toute une tradition historiographique, était essentiellement européen. Pourtant, l'historiographie récente a insisté sur la dimension véritablement mondiale de l'onde de choc provoquée par les révolutions. Celles-ci ont eu un impact et des ramifications mondiales, comme l'ont notamment montré 2 livres récents, une synthèse individuelle, celle de Christopher Clark, et un ouvrage collectif dirigé par Quentin de Luermoz, Emmanuel Furex et Clément Thibault. Les révolutions ont des conséquences évidemment dans les mondes coloniaux qui sont directement touchés par les révolutions européennes, ne serait-ce que par l'abolition de l'esclavage en France,
je vais y revenir dans un instant, mais elles ont aussi un impact aux États-Unis et en Amérique du Sud, où les nouvelles de l'Europe mettent pourtant plus d'1 mois à parvenir. En Australie, le réformateur Henry Parkes se réclame de Lamartine, et en Nouvelle-Zélande, les radicaux organisent des banquets sur le modèle parisien. Le républicain et patriote italien Mazzini, réfugié à Londres après l'échec des révolutions à Milan et à Rome, apparaît partout comme un héros de la liberté. Néanmoins, il faut le noter, les réactions sont souvent liées aux enjeux locaux. Ainsi, en 1851, Lajos Kossuth, le héros exilé de la révolution hongroise, fait un voyage triomphal aux États-Unis. Il est salué par des foules exaltées, jusqu'au moment où, invité à dénoncer l'esclavage, ne voulant pas se fâcher avec les mécènes qui avaient organisé son séjour, il refuse de s'exprimer, de prendre parti, ce qui lui vaut les critiques sévères des abolitionnistes, et c'est la fin de la lune de miel. Parmi les mouvements très éloignés de l'Europe qui permettent d'accréditer cette idée d'une dimension véritablement mondiale de l'espoir révolutionnaire suscité par 1848, on peut citer la révolution prailleira du Pernambouc, cette région du nord-est du Brésil, mouvement de contestation radicale contre les grands propriétaires conservateurs, prend les armes à la fin de 1848. C'est une révolution, je ne vais pas être long, c'est une révolution qui est essentiellement due aux circonstances locales qu'il faudrait déployer longuement, mais ce qui m'intéresse ici, ce qui est frappant, c'est que certains de ces acteurs, notamment les plus radicaux, sont très attentifs à ce qu'il se passe en Europe. Non seulement ils se réclament volontiers des révolutionnaires français, s'en inspirent, mais, plus important peut-être, eux-mêmes prennent à témoin à plusieurs reprises le monde entier de leurs aspirations réformatrices. C'est le cas notamment de Borges da Fonseca, rédacteur du journal O Progresso, Le Progrès, qui publie le 1er janvier 1849 un manifeste intitulé « Au monde », point d'exclamation, dans lequel il réclame une assemblée constituante, le suffrage universel, la liberté de la presse, le droit au travail. Et il écrit « Le monde entier veut la réforme, nous ne devons plus rester immobiles ». Et donc il y a cette prise de conscience un peu partout de la mondialité des aspirations révolutionnaires. Alors, revenons en France un instant, et à cette autre dimension du langage de l'universel, on a évoqué tout à l'heure avec la gravure de la citoyenne Goldsmith, c'est l'accès de tous à la souveraineté, c'est-à-dire le suffrage universel instauré par le décret du 5 mars 1848. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est un des grands symboles de la Révolution. Alors, évidemment, le suffrage universel avait déjà une histoire liée à la Révolution française, puisque celle-ci avait accordé, en 1792, le droit de suffrage à tous, enfin à tous les hommes, mais l'expression suffrage universel, c'est intéressant, n'était pas utilisée. La première occurrence connue apparaît en l'an 8 dans un texte de Mallet-Dupan qui commente l'extension du droit de vote dans la nouvelle Constitution, donc celle du consulat, pour critiquer d'ailleurs le fait qu'elle soit vidée de toute réalité démocratique par l'élection à plusieurs niveaux et la restriction de l'éligibilité. Avec la Restauration, vous le savez bien, le scrutin, le suffrage est censitaire, extrêmement restreint, malgré les combats des libéraux et des réformateurs pour réduire la fracture entre ce qu'on appelait à ce moment-là le pays légal, c'est-à-dire ceux qui avaient le droit de vote, et le pays réel. Mais l'idée même de suffrage universel, c'est-à-dire que le terme de suffrage universel continuait à susciter de nombreuses réticences, justement à cause de cette dimension d'illimitation du droit de suffrage. Par exemple, Guizot trouvait la notion tout à fait incohérente. Il disait le principe du suffrage universel est en soi-même si absurde qu'aucun de ses partisans n'ose même l'accepter et le soutenir tout entier. Il n'y a pas de jour pour le suffrage universel. Il n'y a pas de jour où toutes les créatures humaines, quelles qu'elles soient, puissent être appelées à exercer des droits politiques. Et de fait, même la grande campagne des banquiers républicains de 1847-48 ne réclamaient pas vraiment le suffrage universel, plutôt une extension du sens, une augmentation du nombre d'électeurs. Or, en février 48,
justement, le suffrage universel devient un mot d'ordre fédérateur, profondément associé au nouveau régime et à son ambition universaliste. Il permet le ralliement populaire au gouvernement provisoire, le corps électoral passant brutalement de 250 000 personnes à plus de 9 millions. Et je rappelle une fois de plus que, certes, les femmes en étaient toujours exclues. Et il faudra revenir évidemment sur ce point. Il reste que l'adoption du suffrage universel déclencha un enthousiasme unanime. L'unanimité, justement, c'était le grand enjeu du moment. C'est un point très important. Le suffrage universel ne visait pas seulement à permettre à tous de voter, mais surtout à manifester publiquement l'unité nationale, la fraternité, le dépassement des différences. C'est un des traits les plus frappants qui a été très bien remarqué et relevé par très nombreuses historiennes et historiens. C'est cette espèce de sentimentalité politique, cette affirmation sans cesse réitérée de la nécessité de l'union. L'utopie républicaine était alors celle d'une république sans conflit, unie dans l'amour universel. Le 20 avril, 3-4 jours avant les élections, a eu lieu une grande fête de la fraternité qui regroupa à Paris près d'1 million de personnes et qui semblait au fond rejouer la fête de la Fédération. Les journaux saluèrent la liesse populaire et surtout l'unité affichée. Le National écrivait par exemple « Il n'y a plus de division d'aucune espèce dans la grande famille française ». Comme l'écrit très justement Pierre Rosanvallon dans son livre « Le sacre du citoyen », je cite, « Le suffrage universel n'est pas tant appréhendé comme une technique du pouvoir populaire que comme une sorte de sacrement de l'unité sociale. » Autrement dit, le vote n'était pas considéré prioritairement comme un droit individuel ou comme une façon de représenter la diversité de la société, mais comme une cérémonie permettant de manifester publiquement, peut-être même d'instituer l'unité nationale. Rosanvallon parle de sacrement, moi je dis cérémonie, et ce ne sont pas tout à fait de simples facilités de langage ou de simples métaphores, car, de fait, la dimension religieuse était extrêmement présente. Le bulletin de la République écrivait, par exemple, « La République qui n'exclut aucun de ses fils vous appelle tous à la vie politique, c'est pour vous comme une naissance nouvelle, un baptême, une régénération. » Et il se trouve que les élections, le 24 avril 1848, donc ces premières élections au suffrage universel, tombaient le jour de Pâques, ce qui permit de multiples envolées lyriques, associant politique et religion, résurrection du Christ et régénération nationale. Lamartine, par exemple, affirma, je cite, que l'aube du salut se leva sur la France et que la pensée religieuse pénétra dans la pensée publique et donna à la liberté la sainteté d'une religion. On pourrait multiplier, ça c'est très facile, beaucoup d'historiens l'ont fait avant moi, on peut multiplier les citations, mais il n'empêche qu'on a beau le savoir, c'est quand même un point qui est souvent négligé. Enfin, qui a été négligé par la suite. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les républicains de la Troisième République laïque, héritiers de 48, et même les socialistes, ne voudront pas tellement se rappeler à quel point le catholicisme a contribué à forger le discours unanimiste de la Révolution et de la République. Mais nous qui avons vu, par exemple, que l'universalisme uniformisateur de la Révolution, par exemple chez l'abbé Grégoire, devait beaucoup à un héritage chrétien réinvesti politiquement, eh bien, nous ne sommes pas tellement surpris. Vous vous souvenez peut-être que tout le discours de la régénération révolutionnaire et nationale avait conservé une dimension discrètement évangélique, la comparaison, par exemple, avec le baptême étant fréquente, je vous renvoie au cours de l'année dernière. Néanmoins, sous la Révolution, cette comparaison opérait au sein d'un discours politique qui était quand même massivement sécularisé et même teinté chez les plus radicaux d'un anticléricalisme affiché, voire d'un athéisme militant. Cette part de l'héritage des Lumières, pour le coup, est beaucoup moins perceptible en 1848, la sentimentalité romantique,
mais aussi une partie du discours socialiste étant alors profondément imprégnée de références à un catholicisme humanitaire, épuré de toute tentation dogmatique, et même souvent de références au péché originel, mais en même temps puissamment empathique. C'est aussi ce qui explique le succès du vocabulaire de la fraternité, qui permettait, entre l'individualisme rationaliste, contre l'individualisme rationaliste des Lumières, d'associer les deux héritages du christianisme et de la Révolution. L'espace, je cite Alexandre de Vitry dans son livre sur le droit de choisir ses frères, l'histoire de la fraternité, il écrit « L'espace de quelques mois, les fraternités chrétiennes et républicaines convergent dans une nouvelle religion fraternité. » Il donne un grand nombre d'éloges de cette religion de la fraternité, à la fois christique et républicaine, que l'on retrouve, y compris chez les chansonniers, et qui promettait d'abolir toutes les différences au profit d'une communion généralisée. Et vous comprenez mieux tout à l'heure la figure du Christ sous la grande bannière de la fraternité. Alors, le vote avait encore une autre fonction qui relevait, là encore, d'un rêve d'unité et de fraternité, ou du moins de pacification. Dans l'esprit de ses promoteurs, le suffrage universel devait mettre fin aux révolutions. La violence insurrectionnelle n'aurait plus lieu d'être si chacun pouvait exprimer son opinion. Une gravure de l'époque est très révélatrice. On y voit un ouvrier abandonner son fusil pour un bulletin de vote qu'il plonge dans une urne. Alors bon, c'est une urne antique, c'est pas super réaliste, mais enfin, pas grave. Et le commentaire est explicite, c'est la légende en bas. Ça, c'est pour l'ennemi du dehors, c'est le fusil. Pour le dedans, voici comment l'on combat loyalement les adversaires. Alors, ce qu'on peut appeler une gravure pédagogique, une sorte de mode d'emploi du suffrage, et on remarque au demeurant que l'universalité du vote ne débouche pas ici sur un idéal de paix au monde. L'ennemi du dehors mérite toujours le fusil, il a quand même intérêt à bien se garder. En tout cas, voici ce que les républicains espéraient du suffrage universel. Au-delà de l'unité nationale sanctifiée par les cérémonies électorales, la pacification du débat politique par la fraternité et le soutien politique populaire au régime. Alors, sur le premier plan, celui de la pacification du débat politique, eh bien, ce fut un échec patent puisque l'insurrection de juin et sa violente répression prouva, au contraire, que le bulletin de vote n'avait pas entièrement remplacé le fusil. C'est, vous le savez bien, la grande leçon de l'analyse de Marx. Juin est venu révéler l'importance de la lutte des classes, l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat, que tout le discours factice de la fraternité universelle avait réussi à masquer en février. Les ouvriers, écrit Marx, après s'être enivrés de cette exaltation magnanime de fraternité, découvraient trop tard que leurs intérêts divergeaient de ceux de la bourgeoisie, mais leur absence de conscience de... Là, je ne cite plus, mais leur absence, je paraphrase, mais, dit Marx, leur absence de conscience de classe rendait la révolution impossible. Sur le second plan, celui du soutien populaire au régime, eh bien, le résultat fut très paradoxal, puisque les premières élections au suffrage universel amenèrent une assemblée plutôt modérée au printemps 48. À l'automne, les élections locales virent le triomphe du Parti de l'Ordre, et en décembre, ce fut l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République et la déroute des Républicains, notamment Ledru-Rollin, et l'humiliation absolue du pauvre Lamartine, qui n'obtint que 20 000 voix sur plus de 7 millions, alors que quelques mois auparavant encore, il était le grand homme de la République. Les conservateurs, pour qui il s'agissait d'une divine surprise, semblèrent du coup, du moins dans un premier temps, se rallier au suffrage universel, dont ils découvraient qu'en réalité il servait très bien leurs intérêts. Les républicains continuèrent à y croire, mais non sans inquiétude et perplexité, et une partie du mouvement socialiste s'en détourna. Le suffrage universel, toutefois, ne fut pas la seule grande conquête de la Seconde République. Celle-ci, la Deuxième République, celle-ci est associée évidemment à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises.
C'est la seconde abolition, après celle de 1794, là encore, dont nous avions parlé l'an dernier, puisque, entre-temps, en 1802, Bonaparte avait rétabli l'esclavage. L'homme de la seconde abolition, vous le savez, c'est Victor Schœlcher, qui s'était imposé dans les années 1840 comme le militant abolitionniste le plus combatif, notamment à travers ses écrits qui dénonçaient le scandale de l'esclavage en termes particulièrement éloquents. Dans le gouvernement provisoire, Schœlcher obtint un secrétariat d'État, mais surtout la présidence de la commission d'abolition de l'esclavage. Il fut l'initiateur du décret du 27 avril qui affranchissait tous les esclaves des colonies françaises, ce qui quand même faisait au moins 240 000 personnes, dont 160 000 en Guadeloupe, Guyane et Martinique. Alors pour les républicains de 1848, cette abolition de l'esclavage apparaissait comme une évidence. Le principe universel de la liberté s'imposait à tous. Schœlcher, dans le rapport issu des travaux de la commission, affirmait que celle-ci n'avait pas eu à discuter du principe de l'abolition. Il écrivait, je cite, « Il est intimement lié au principe même de la République. Il se pose, il ne se discute plus aujourd'hui. La République eût douté d'elle-même si elle avait pu un instant hésiter à supprimer l'esclavage. » Autrement dit, la République ne pouvait pas prétendre être universelle si elle laissait subsister cette situation si radicalement contraire à sa propre doctrine. Louis Blanc écrira un peu plus tard que le décret du 27 avril était, je cite, « un des grands actes qui resteront l'honneur du gouvernement provisoire aux yeux de la postérité et un de ceux sur lesquels on le jugera. » De fait, l'abolition apparaît comme un élément essentiel de la geste républicaine. La première République avait aboli l'esclavage, la deuxième l'abolissait à nouveau. La République était donc fidèle à son message de liberté et d'égalité. Toutefois, si le principe de l'égalité des droits civiques, donc de l'abolition ne se posait pas, en revanche, l'extension aux anciens esclaves du droit de vote fut âprement discutée. La Commission était en réalité très réticente. Sur la base d'arguments que nous connaissons bien désormais, les esclaves étaient supposés avoir été ensauvagés par l'expérience abrutissante de la servitude, ils ne savaient pas lire, ils ne jouissaient pas de l'autonomie intellectuelle nécessaire pour exercer des droits politiques, et donc un processus d'éducation et de civilisation préalable était nécessaire pour qu'ils puissent devenir citoyens. Même un abolitionniste convaincu, comme l'avocat François-André Isambert, qui était par ailleurs le rédacteur du décret du 6 mars sur le suffrage universel, marquait son hostilité. Il ne pouvait concevoir, disait-il, qu'on assimilât au peuple français des hommes qui étaient hier dans l'esclavage. Il brandissait notamment l'exemple d'Haïti pour mettre en garde contre le danger que les anciens esclaves noirs, désormais majoritaires, s'emparent du pouvoir dans les colonies. Alors, face à ces arguments, Schœlcher était au départ assez isolé, mais il réussit finalement, par sa ténacité, à convaincre la Commission. Il fit notamment appel au principe de l'égalité politique, mais surtout à une mystique de la régénération par le vote. Cette mystique dont on vient de parler, cette idée que le droit de vote allait fonctionner comme une sorte de baptême républicain. Et plus encore, il faisait appel à la conception du vote comme intégration à la communauté nationale. Son principal argument était celui, dans ses propres termes, du dogme sacré de la fraternité. Le suffrage universel était la forme désormais paradigmatique de l'universalité, porteuse d'un idéal d'unité et même d'unanimité. Si bien que, dans l'imaginaire républicain, ce décret du 27 avril 1848 marque l'irruption soudaine des Noirs des colonies dans l'espace civique et politique. Ceux-ci passaient du statut d'esclaves, privés de tout droit, au statut de personnes libres, disposant de la plénitude de la citoyenneté. Et tout un programme iconographique et idéologique mettait en valeur la générosité des autorités républicaines et la gratitude émue
des anciens esclaves, par exemple dans ce célèbre tableau de François Biard, qui représentait un député français lisant le décret d'abolition devant des esclaves en liesse dans un cadre exotique, et vous voyez ici sous les yeux de la bonne société coloniale. Le sentimentalisme humanitaire le dispute à la bonne conscience de la métropole, s'émerveillant de sa propre générosité et des bienfaits octroyés aux esclaves de couleur. Or, comme l'a montré notamment, mais très bien, Siliane Larcher, dans son livre « L'autre citoyen », la situation fut assez différente, moins glorieuse que la légende de l'émancipation immédiate octroyée. D'une part, les esclaves n'ont pas attendu passivement l'abolition accordée par les autorités coloniales. Les années précédentes avaient déjà été marquées à la Guadeloupe et à la Martinique par de nombreuses révoltes contre les conditions de vie des esclaves. Dès que les nouvelles de la Révolution de février furent connues, les révoltes reprirent de plus belle, avec notamment une grande insurrection à la Martinique le 22 mai, avant même l'arrivée dans l'île du décret d'abolition. De fait, les nouvelles circulaient de façon officieuse depuis la métropole, mais surtout d'île en île, dans toute la Caraïbe, à travers ce vent commun, un common wind, étudié par l'historien Julius Scott. Si bien que l'abolition, dans les faits, fut souvent réalisée avant que le décret du 27 avril ne fût entré en vigueur. Par ailleurs, l'émancipation fut loin de changer les conditions de vie aussi nettement que les abolitionnistes l'imaginaient. Très vite, il fallut réguler le travail des anciens esclaves dans les plantations sous la forme de contrats d'association qui ressemblaient assez souvent à du travail forcé. Enfin, la question des droits politiques des anciens esclaves, malgré la décision de la Commission, continuait à poser problème. Les territoires coloniaux étaient régis par un statut d'exception qui perdura jusqu'en 1946, c'est-à-dire que la loi métropolitaine ne s'y appliquait pas. Autrement dit, les anciens esclaves qui avaient obtenu le droit de vote pouvaient voter pour élire des députés qui votaient des lois qui ne s'appliquaient pas dans les colonies. Finalement, en 1854, par un senatus consulte, la représentation des colonies fut supprimée et elle ne sera rétablie qu'en 1870. Pour toutes ces raisons, les anciens esclaves n'étaient pas exactement des citoyens comme les autres. Par ailleurs, dans d'autres esclaves coloniaux plus récemment conquis, l'universalisme révolutionnaire fut très vite pris en défaut. L'accès aux droits politiques ne concernait que les anciens esclaves des vieilles colonies, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. En revanche, au Sénégal, en Algérie, à Mayotte, l'extension du droit de suffrage fut limitée. Il ne fut pas question d'étendre le suffrage universel aux habitants régis par ce qu'on appelait le statut personnel, sauf à Saint-Louis et dans les comptoirs indiens, l'argument étant que ces populations, régies par des coutumes et des traditions anciennes, généralement musulmanes, n'étaient pas directement assimilables à la communauté politique nationale. À l'inverse des anciens esclaves, qui, eux, constituaient en quelque sorte, selon l'expression de Siliane Larcher, une table rase anthropologique et culturelle. Schœlcher, notamment, voyait en eux des candidats idéaux à l'assimilation par la civilisation, justement parce qu'ils étaient censés avoir été, au fond, leur tradition culturelle effacée par l'esclavage. Dans son manifeste abolitionniste, déjà, il avait longuement développé cette idée, dans un langage parfaitement hérité du paradigme civilisateur des Lumières, à la fois émancipateur et paternaliste. La civilisation, écrivait-il, a pour devoir d'éclairer les sauvages, de les instruire, de leur donner une direction. Quant à l'Algérie, il ne fut évidemment pas envisagé de remettre en cause la colonisation ou le statut politique des colonisés. Le général Cavaignac, républicain convaincu, qui sera ministre de l'Intérieur à partir du mois de mars et le maître d'œuvre de la répression en juin, fut nommé en février gouverneur de l'Algérie et fit une proclamation adressée aux Arabes et aux Kabyles d'Algérie dans laquelle il annonçait que la forme de gouvernement avait changé en France pour l'intérêt de tous,
mais que cela ne changeait rien pour eux. Je cite, « Notre intention est de vous gouverner comme vous l'avez été jusqu'à ce jour. Continuez à nous obéir comme vous obéissiez à nos prédécesseurs, car ils vous ont gouverné au nom de la nation française, et c'est au nom de la nation française que nous sommes appelés à le faire aujourd'hui. N'écoutez pas ceux qui vous diront « les choses ont changé pour vous », car il ne vous arriverait que des malheurs. » Quelques mots de conclusion très rapidement. Dans cette brève traversée du moment 1848, un moment charnière de l'histoire de la France au XIXe siècle, de cette traversée, je voudrais retenir 2 points au regard de notre enquête sur les langages de l'universel. Le premier, c'est évidemment l'ambivalence de l'émancipation par la citoyenneté. Aujourd'hui, celle-ci est généralement présentée comme le symbole d'un universalisme abstrait à travers la figure du citoyen autonome et rationnel, libre de tout préjugé. Mais en 1848, le suffrage universel était moins pensé comme une extension du principe de l'égalité des droits qu'à travers l'idéal d'unité nationale et même d'uniformité juridique et culturelle. Le langage de la fraternité, avec tout ce qu'il charriait d'illusions lyriques, mais aussi de déni des conflits et des différences, a été le grand mot de 1848, chargé justement de donner un caractère d'universalité, quoi de plus universel que la fraternité, un caractère d'universalité à cette citoyenneté. Mais on en voit aussi les limites, non seulement dans la répression du mouvement ouvrier ou dans la dérive conservatrice et autoritaire du régime, mais aussi dans l'exclusion des femmes et des populations colonisées, malgré ce grand geste que fut l'abolition de l'esclavage. Deuxième enseignement, c'est la puissance de ce que j'ai appelé donc l'universalisme nationaliste, ce discours cosmopolite, généreux, pacifique, ouvert à l'Europe et au monde, mais puissamment articulé à l'idée d'un modèle français universel. Nous en avions vu une version conquérante sous le Directoire, avec la Grande Nation. En voici une version plus pacifique, avec la République universelle, mais au fond, c'est toujours la même idée, celle de la France modèle de la civilisation chargée de guider les peuples vers le progrès en diffusant les lumières de la vérité. Ce sont ces 2 tensions, ces 2 ambivalences, celle de l'émancipation par la citoyenneté et celle de l'universalisme nationaliste, qui sont au cœur du langage politique de l'universel et que nous allons continuer à approfondir dans les 2 prochaines séances. Je vous remercie. À la semaine prochaine.